Merci d'être resté avec nous. Que celui qui n'a jamais eu recours à l'automédication me jette la première boîte de paracétamol. Allez se servir dans sa boîte à pharmacie ou acheter des médicaments en libre service, le tout sans prescription ou avis médical. On estime que 68% des Français pratiquent ce qu'on appelle l'automédication, une pratique en croissance constante. Oui, depuis 2008, de plus en plus de médicaments sont en libre accès, c'est-à-dire disponibles sans solliciter le pharmacien, sur une étagère proche par exemple des shampoings ou dentifrices. Alors normalement, on ne peut acheter un médicament sans un conseil professionnel adapté, mais c'est loin d'être toujours le cas. Le médicament n'est pourtant pas un produit de consommation banale. Il peut y avoir des interactions dangereuses entre certaines molécules, des surnosages nocifs, des effets indésirables méconnus. Les dangers à s'automédiquer sont nombreux. On va parler de tout ça avec nos trois invités aujourd'hui. Le professeur Alain Baumelou, bonjour. Bonjour. Ex-président du groupe de travail automédication à l'AFSAPS et néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À vos côtés, le docteur Jean-Luc Audoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie. Oui. Président régional du Conseil de l'ordre des pharmaciens. Non. Je vais vous faire de la peine. Oui. Je suis membre de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Oui, vous faites de la peine. En fait, c'est une auto-présentation que vous venez de faire. Ouais. Vous faites de la peine. L'automédication. En même temps, si vous changez vos titres sans nous prévenir, c'est bien de dire que c'est de leur faute, c'est peut-être de notre faute. Hein. Bon, enfin, d'accord. Il faut nous le dire quand vous changez de métier. Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Non, je ne suis pas non plus le président. J'en suis un des membres. Bon, on va tout changer. On recommence. Alors, Jean-Luc Audoui, docteur en pharmacie et membre de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Tout à fait. Ne me contrariez pas, Yves Métainier, c'est bien votre nom? Oui, Marina. Bon. Bonjour. Vous êtes directeur d'une maison de retraite à Bourges, mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité en l'occurrence. C'est parce que vous avez l'habitude de vous automédiquer. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous automédiquez? Oui, ça fait très longtemps, sans aucun inconvénient jusqu'ici. Ça on va parler, mais pour quel type pourquoi vous vous automédiquez? Sur quel type de choses? Quasiment toutes les pathologies, une bronchite, un rhum, des diarrhées, une constipation, des problèmes de peau. Par exemple, pour une bronchite, vous preniez quoi? Des fluidifiants ou carrément des antibiotiques? Carrément antibiotiques, amoxicilline et compagnie. Oui. Mais parce que vous aviez une formation particulière Pas du tout. Non, sinon il n'aurait pas pris d'antibiotiques à chaque fois. Oui, bien sûr, mais comment vous décidez un jour que à chaque fois que vous aurez une bronchite, vous prendrez tel type d'antibiotique? Parce que l'amoxicilline, c'est un type d'antibiotique, il y en a 40 000 autres, donc pourquoi celui-là n'est pas un autre? C'est assez universel comme antibiotique. En travaillant dans ces maisons de retraite, j'ai appris les prescriptions par cœur des 45 médecins qui interviennent dans ma résidence. Donc je sais quasiment quel antibiotique va cibler quelle pathologie. C'est à cause de votre métier, parce qu'il y a plein de gens qui font ça, mais ils reprennent des ordonnances parce qu'un jour un médecin est venu leur donner ça, ils se sont dit ça m'a marché une fois, ça marchera plusieurs fois. Non, je fais ça plus intelligemment. Je cible. Plus intelligemment, on va voir que moyen quand même. Et donc vous avez une boîte à pharmacie qui est assez complète en fait. Complète et qui me suit en permanence, comme ici, partout où je vais, elle me suit. C'est vrai? Oui, ici aussi? Oui, ici aussi. Sauf que on est globalement assez sain, vous risquez pas grand-chose. On ne sait jamais, Marine, donc moi je suis prévenant. Remarquez, regardez, on est capable de se gourer complètement sur le métier. Comment vous procurez les médicaments? Parce que les médicaments vendus sans ordonnance, on va y revenir, ça c'est d'accord. Amoxicilline, un pharmacien ne doit pas vous donner de l'amoxicilline sans ordonnance. Comment vous faites? C'est parce que vous avez un accès facile de par votre métier, ou vous avez un copain pharmacien qui vous délivre? Voilà, on va dire ça plutôt. D'accord. Vous êtes sympathisant pharmacien et... petite ville. On a des connaissances au golf, à la gym, à la muscu, on connaît un pharmacien et bon... vous travaillez pas en fait? C'est pas gentil. J'ai beaucoup d'activités. Le pharmacien non plus, apparemment. On a beaucoup de temps libre. On va revenir quand même aux problèmes que vous avez eu parce que vous avez eu des problèmes. On va commencer avec quelques questions. Émilie, justement, on parle d'antibiotiques, demande si on peut reprendre sans risque un traitement antibiotique si on a les mêmes symptômes. C'est un peu toute la question. Moi, je crois pas. Je vous ai écouté avec intérêt. Je pense que vous êtes un chaud supporter de l'automédication, mais quand même que vous dépassez un peu les bornes. Il me semble quand même que le domaine de l'antibiothérapie est un domaine réservé de la prescription médicale pour une bonne raison qui est ça a été souligné auparavant. C'est d'abord, premièrement, il y a le problème de l'indication. Ça peut commencer comme une bronchite, mais si c'est une bronchite virale, elle n'a pas besoin d'antibiotiques. Et puis deuxièmement, c'est quand même un des éléments majeurs de l'évolution des résistances. Donc je crois qu'on essaye d'avoir, si vous voulez, une politique d'une automédication qu'on pourrait appeler responsable, j'aime pas ce terme parce qu'on essaye tous d'être responsables, d'une automédication dite responsable et qui est caractérisée par une liste de médicaments qui sont ce qu'on appelle non listés. Donc on ne reprend pas un traitement antibiotique quand on a la même chose? Reprendre un traitement antibiotique, sûrement pas. On rappelle son médecin et on reconsulte. Sûrement pas. J'aurais tendance à y mettre juste un bémol sur une indication
qui me paraît une très bonne indication, mais qui sera difficile à faire entrer sur le plan réglementaire, c'est le problème de la cystite. Où il me semble que personnellement, la cystite, ça serait un travail de santé publique d'autoriser les femmes, une fois qu'elles ont eu le bilan, à s'automédiquer. Parce qu'elles ont toujours pratiquement le même germe et que c'est toujours la même chose. Parce que c'est pratiquement toujours le même germe, etc. Et que c'est douloureux. Pour avoir un médecin là où j'habite dans l'Eure, il faut une semaine, voire 15 jours. Je pratique l'automédication régulièrement, Marie-Dominique. C'est vrai que c'est une des raisons, il y en a 25 autres, hein, mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens finissent par s'automédiquer en se disant... De toute façon, je vais essayer, puis si ça passe pas, je prends un rendez-vous avec le médecin. Cette question, on l'a très nombreuses fois de différentes régions. Hein. Oui, non, mais je pense qu'il faut... le gain de temps, c'est un des facteurs évidents de l'automédication et de son développement. Mais je crois que l'automédication, c'est réservé à des pathologies bien identifiées, avec des médicaments bien identifiés aussi, avec un traitement court. Il ne doit pas y avoir de perte de chance. Je veux dire, si c'est pour prendre longtemps de l'automédication parce qu'on pense qu'on va avoir du mal à atteindre son médecin, c'est pas non plus raisonnable d'attendre 10 jours, 15 jours. L'automédication, c'est tout de suite. Et si dans les 48 ou 36 heures, ça n'a pas fait d'effet, c'est qu'on n'est pas sur le bon programme. Oui, le problème, c'est vrai par exemple avec les antibiotiques, mais peut-être avec d'autres médicaments, que dans certains cas, quand on commence avec un traitement d'automédication, on peut masquer quelque chose. On peut, bien sûr. Donc c'est parfois la difficulté, non? C'est vrai qu'avec les antibiotiques... Le diagnostic d'un médecin peut aussi masquer. Je pense que c'est vraiment aux autorités de régulation. Non, c'est vraiment aux autorités de régulation de définir, comme l'a dit M. Auduit, de bonnes indications de l'automédication. Là où je ne partage pas tout à fait l'avis d'Auduit, c'est sur le plan de la durée de traitement. Il me semble qu'un certain nombre de pathologies sont des pathologies récidivantes, toujours caractérisées par les mêmes symptômes. Je pense par exemple aux affections allergiques. Et que dans ce cas-là, c'est d'ailleurs commun avec le processus d'éducation thérapeutique. Il est logique d'apprendre aux patients à se traiter correctement. Il est logique. Et on a même des indications dans certains pays. Alors, des indications de prévention à très long terme. Si on regarde en Grande-Bretagne, les statines sont délistées avec une prise en charge en automédication au titre de la prévention. Les statines, c'est pour les excès de cholestérol. Alors Yves, d'abord, avant de faire un autotraitement, une automédication, il faut faire un autodiagnostic. Alors comment vous faites votre diagnostic déjà? C'est une longue expérience. Oui, enfin quand vous avez une diarrhée, je comprends que le diagnostic est assez facile, mais sinon... Mais une bronchite, ça aussi, je sens... En fait, je n'aime pas être au top. Je n'aime pas ne pas être au top. Ouais. Donc quand je sens une petite toux qui racle, une toux grasse, j'arrive à savoir si c'est une toux grasse, une toux sèche. Je peux définir ça. Quand je sens une fièvre omniprésente, quand je sens... Et vous servez de bouquin, genre le Vidal de la famille, de diagnostic Larousse médical, truc comme ça? Non, vraiment pas. Non, c'est par connaissance au fil... Par intuition? Non, pas par intuition. Par connaissance au fil des années. Alors vous avez des connaissances, mais qui vous ont mis un peu dans la brise. Oui. Hein. Juste avant qu'on arrive à ça, vous faites ça que pour vous, également pour certains de vos proches? Pour mes proches, par exemple, je vaccine pour la grippe, j'automédicamente également. Vaccinez. Oui, c'est moi qui vous faites de l'exercice illégal de la vaccine aussi. Oui. D'accord. Ok. Je vaccine, je prescris les antibiotiques. Vous avez pris des affaires là parce que je pense qu'en sortant du plateau, on va venir vous chercher là. Juste les affaires de toilette pour une garde à vue de quelques jours. Hein. Voilà, c'est pas grand chose. Alors vous êtes autodiagnostiqué une bronchite. Ouais. Vous avez fait comme d'habitude, vous avez pris votre amoxicilline, donc cet antibiotique, et là, bingo. Non, là, pas bingo, là, tout va bien. La bronchite... Non, pas là, mais l'épisode... Oui. Vous avez eu une diarrhée. Pour le coup, là, voilà. Parallèlement à ça, je prenais quelques dopants pour la muscu, donc un excès de protéines qui ont déclenché une diarrhée importante. Vous droguez aussi? Mais il peut raconter son histoire, Michel, sans que vous commentiez tout. C'est important parce que ça fait partie comme ça de tout ce que l'organisme a besoin de ressentir. Un petit booster. Vous dites de doper. Doper, c'est du dopage. Bon, bref, vous avez eu en même temps une diarrhée. Une diarrhée. Donc je partais en voyage, je voulais absolument endiguer cette diarrhée. Donc parallèlement à mon traitement amoxicilline, je prends un traitement costaud d'imodium, donc un antidiarrhéique. Pendant 4-5 jours. Qui contient de la codéine d'ailleurs. 6 à 8 par jour, on n'est pas non plus dans les excès, sauf que... 6 à 8 par jour, pardon, pour un antidiarrhéique, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais bon, je voulais vraiment blinder, parce que je voulais pas embêter dans l'avion. Ça, j'ai blindé. Vous ne vouliez pas embêter les autres passagers. Tout à fait, voilà. C'est plutôt sympa de votre part. Donc je pars comme en vacances, et puis alors là, arrive en vacances, c'était la cata, mal au ventre et tout, et je reprends le petit formulaire dans la boîte d'amoxicilline, et je lis, évidemment, ne pas mélanger l'amoxicilline avec un antidiarrhéique, sous risque de membrane colite pseudo-membraneuse. Et voilà, retour à Bourges aux urgences et puis occlusion intestinale.
Et je me réveille. Chirurgie, quand même. Hein. Chirurgie, oui. Oui. Ah oui, non, c'est pas de la plaisanterie. Hein. Ouais, Anus artificiel pendant que- non, tout de même, mais lavement et tout des trucs très agréables. Et je me réveille avec, sans le savoir, parce que je n'étais pas prévenu, je me réveille avec une poche de déviation intestinale. Oui, ça s'appelle un anus artificiel. C'est ce que Oui, je vous oui, disais. voilà. Oui. C'est ce que je vous disais. D'accord, merci, j'ai eu peur. D'accord, donc Donc c'est une galère terrible. et c'est pas fini, Et c'est pas fini. hein, parce que vous avez J'en rajoute, continué, oui. En plein service, j'avais tellement été abîmé, parce que évidemment les médecins voulaient éviter cette intervention, donc j'avais beaucoup de lavements, j'avais les sphincters dans un état épouvantable, donc je me dis... J'en avais plusieurs. J'avais le sphincter, Michel. Non, pardon, mais non, il faut Il est pas vilain, en anatomie, il est vilain. dans les émissions médicales. Continuez. il veut un fou rire. Et donc j'avais emmené également à l'hôpital ma boîte de pharmacie. Ça, vous êtes Parce que je spontané, ne la quitte jamais, mon Prapéran, mon Imodium, D'accord. l'Exomil et tout. Et un matin, j'avais tellement mal et le traitement de la douleur étant vraiment à revoir, j'avais beau le dire au médecin, mais rien n'y faisait. Donc je m'enfonce une canule de pommade anti-hémorroïde. Mauvaise idée. Je perce un vaisseau et l'hémorragie rectale. Et là, le médecin n'était pas content. Et là, le médecin m'a dit, écoutez, Yves, arrêtez. C'est Vous terminé. ne touchez plus à rien. Je ne touchez plus à rien, je n'ai plus vos médicaments sur la table. Mais il vous a les pas enlevez. confisqué votre boîte à médicaments? Il m'a là dit, mais votre maman ou je ne sais pas qui vous les ramène, je ne vais plus Ah les voir oui. ici. D'accord. Et donc là, ça a été, là, j'ai eu peur. Mais je ne me suis pas découragé pour autant, parce que j'ai recommencé à Oui, la on deuxième va en parler, intervention. ça c'est bien. Mais quand même. Hein. On va revenir, Alors, on va revenir. sur les dangers quand même. Charlotte demande si l'automédication peut être dangereuse pour notre santé. Bon, on a vu l'exemple, votre exemple, aspirine, paracétamol. Paracétamol qui est un médicament tout à fait d'automédication, il peut être dangereux pour la santé. Toute substance exogène peut être dangereuse. La grande caractéristique de l'histoire de monsieur, c'est qu'il l'a dit en rigolant. Ce qui est extraordinaire quand même, il a été opéré. Donc, mais moi, je trouve que vous illustrez parfaitement l'avenir du patient, c'est-à-dire cette nécessité de cet empowerment, cette prise de pouvoir du patient. C'est ça, en fait, que vous recherchez. Vous ne voulez pas du médecin, vous ne voulez pas du pharmacien, et vous prenez en charge votre santé. Vous ne la prenez pas bien en charge, Non, parce que se coller une occlusion intestinale et se faire opérer avec un anus, c'est quand même un peu... Alors, il y en a qui volent du pharmacien. Parce que la pharmacie, c'est le lieu par excellence où commence l'automédication, inhalateur, paracétamol, ibuprofène, pastilles pour la gorge. De nombreux médicaments, vous le savez, ils sont en vente libre. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage des Gertlia et Ivana Jourissa. Du paracétamol, de l'ibuprofène, des inhalateurs. Dans cette pharmacie, le libre-service des médicaments côtoie de près se délivrer sous ordonnance. Entre les deux univers, un comptoir et un pharmacien qui jongle entre patients Bonjour madame. et clients. Les premiers médicaments les plus consommés, ce sont des médicaments pour la douleur et la fièvre. Vous avez aussi tout ce qui est évidemment maux de gorge, la vitamine C, vitamine C effervescente, pour pouvoir un peu reprendre des forces. Un peu de force qui a un coût pour notre porte-monnaie. Ce sont des prix qui sont laissés donc à la libre concurrence. Évidemment, nous avons intérêt, surtout en période de crise économique, de faire attention au pouvoir d'achat de nos clients. Donc, en général, nous essayons d'avoir les meilleures conditions au niveau des laboratoires pharmaceutiques et ainsi de répercuter sur le prix de vente et nous permettre justement parfois d'ailleurs de faire des promotions pour que des produits très couramment utilisés puissent être abordables. 300 médicaments sont aujourd'hui en accès libre. Pour les patients, pas besoin donc de passer par la case généraliste pour soigner les petits bobos. L'envie de se soigner rapidement a toujours existé, donc ils viennent souvent nous voir en premier lieu. Notre rôle est de les conseiller, mais aussi de les orienter vers éventuellement les médecins si on pense que la pathologie est suffisamment importante pour que ce soit en fait un médecin qui vérifie le diagnostic. Grâce à la politique de déremboursement des médicaments, le rôle des pharmaciens a pris de l'importance. Et à en croire les sondages, la profession a de l'avenir, puisque 94% des Français font confiance à leurs pharmaciens. Mais qu'en pensent les prescripteurs? Philippe Zer est médecin généraliste. Il n'est pas contre l'automédication, mais il prône la vigilance. Les patients ont souvent pris des médicaments avant de venir nous voir. Parfois, c'est bien, ça leur permet de gagner un peu de temps, ils ne se précipitent pas chez le médecin. Parfois, ils ont pris des médicaments qui peuvent compliquer leur situation. Par exemple, ici, il y a une boîte de Nurofen et une boîte d'ibuprofène. Ce sont en gros exactement les mêmes médicaments. Donc on va assez vite atteindre les doses toxiques. Si on prend un peu des deux, ou si on prend des doses normales des deux, on est largement sur dosage puisqu'on est double de la dose. Et on voit des effets secondaires. Des médicaments en libre accès, sans ordonnance, mais des médicaments quand même.
Pour certains d'entre eux, la Haute Autorité de Santé a jugé que le service médical rendu était insuffisant. Un service médical rendu insuffisant, ça veut dire que les performances du médicament, mais aussi la gravité de la maladie, ne permettent pas de dire qu'il faut absolument que la solidarité nationale le prenne en charge chez les patients. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inefficace. Ça peut vouloir dire que la maladie est bénigne ou que le symptôme est bénin et qu'il va guérir spontanément. Ça peut vouloir dire en plus que les performances du médicament sont des performances faibles, mais pourtant existantes. Des médicaments au service minimum pas pris en charge mais qui continuent à être vendus. Cette politique de déremboursement pousse à l'automédication. Moi, je ne le vois pas comme d'abord une source d'économie pour l'assurance maladie, je le vois comme quelque chose qui permet aux patients, aux familles, à la mère de famille en particulier pour ses enfants, de commencer une prise en charge thérapeutique des membres de sa famille, parce que c'est pas grave, parce que ça peut se résoudre, et parce que peut-être le rendez-vous avec le médecin ne sera pas si facile. En 2010, 15% des achats de médicaments étaient destinés à de l'automédication. Alors là, on a vu cet achat de médicaments en pharmacie. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui se fournissent sur Internet parce que c'est moins cher. Ça vous paraît dangereux ou pas? Enfin, s'ils se fournissent sur Internet, c'est pas en France. Puisque les médicaments ne sont pas... C'est sur des sites Internet, mais sur des sites Internet. Accessibles depuis la France. Alors, en général, sur Internet, ce qu'on obtient, c'est, dans la moitié des cas, pour pas dire un peu plus, des contrefaçons. Éventuellement des produits qui sont plus chers. Et généralement, la personne qui va sur Internet, c'est plutôt pour chercher quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir en France. Donc on tombe dans les produits dopage et compagnie ou autres. Je ne pense pas qu'il y ait d'automédication à vanter sur Internet. Donc prudence en tout cas. Oui, sur Internet, c'est la prudence la plus absolue. Bon. Derrière, il y a des terminologies. Je veux dire, le médicament en pharmacie, pour partie, les 300 sont en libre accès. Ils ne sont pas ni en libre service, ni comme ça à tout vent. Ils repassent derrière par le biais du pharmacien. Donc, du conseil du pharmacien. Du conseil du pharmacien. Il y a un petit questionnement qui peut être, vous savez, 2-3 questions très courtes. C'est pour vous. On a déjà à peu près, on a le sexe, on a à peu près l'âge. Vous avez déjà pris autre chose, oui, non. On peut quand même orienter. Il faut avoir un arsenal d'automédication. C'est évident. C'est indispensable. Pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas s'affranchir ni du médecin ni du pharmacien. Et puis dans l'automédication, il y a ce qu'on vient chercher à la pharmacie, puis ce qu'on va chercher dans sa propre pharmacie familiale, où on reprend et on bricole. Il y a deux façons de s'automédiquer. Soit on va acheter avec le conseil du pharmacien un médicament qui est vendu sans ordonnance, soit on réutilise des médicaments qu'on a eu avec ordonnance et qui sont restés dans l'armoire à pharmacie. Ouais. L'éternelle question qu'on vous pose sans arrêt et à laquelle on n'a jamais de réponse, pourquoi on ne délivre pas exactement le nombre de comprimés ou de gélules, comme on le fait aux États-Unis par exemple, pour que finalement le patient n'ait plus rien dans sa boîte à pharmacie une fois que le traitement est terminé? C'est une question qu'on a. Alors, si on veut partir sur ce schéma-là, on va parler économie. En gros, c'est de savoir si le schéma économique qui est pratiqué aux États-Unis serait applicable en France en disant on va délivrer le nombre d'unités, on le voit au Canada, on le voit dans d'autres... C'est pas un schéma économique, c'est un schéma de santé publique. Oui, alors à ce moment-là, il va falloir accepter, sur un autre débat, il va falloir accepter les génériques, il va falloir accepter un certain nombre de choses que le marché français n'accepte pas aujourd'hui, ou tout au moins débat de façon sans rentrer dans tous ces détails, même intellectuellement, on comprend que c'est plus simple, si vous donnez 10 gélules, que le malade a 10 gélules à prendre, générique, économie, problème de tout ce que vous voulez, une fois qu'il a fini ses 10 gélules, il n'en a plus. Donc il ne pourra plus faire d'automédication. Il y a une adaptation, il y a des difficultés, mais il y a une adaptation qui a été faite sur les conditionnements des médicaments qui aujourd'hui répond quand même relativement bien aux demandes. Celui qui a des excès dans sa pharmacie, c'est qu'il a eu ou un prescripteur qui lui en a donné trop, ou il n'a pas terminé son traitement, mais on a quand même quelque chose qui est relativement bien adapté. Et puis, vous avez une brochure qui est remise en France. Vous avez, y compris sur les médicaments d'automédication, c'est une brochure particulière qui spécifie d'ailleurs bien à l'intérieur de cette brochure les conditions dans lesquelles ce médicament doit être utilisé. Vous prenez un ibuprofène en libre accès ou un ibuprofène en spécialité remboursable, la brochure n'est pas la même. La petite notice est différente parce qu'elle permet justement d'apporter un certain nombre de conseils. Baumelou, on sait que vous êtes plutôt, vous trouvez que c'est plutôt bien, effectivement, l'automédication bien faite, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne doivent jamais s'automédiquer? Est-ce qu'il y a des contre-indications formelles? Oui, je pense que les gens qui font le plus l'automédication sont celles qui peut-être devraient le faire le moins. L'automédication, finalement, c'est un mode de traitement pour patients presque sains. Oui.
Et le risque d'interaction médicamenteuse est finalement tel que toutes les populations fragiles sont à risque en automédication. Si je prends les personnes âgées qui ont déjà en moyenne 6 à 7 spécialités, il est évident que prendre de soi-même un ibuprofène, c'est quelque chose de grave. Ça risque de cumuler des effets d'anti-inflammatoires. Donc, lorsque vous avez une maladie rénale, lorsque vous avez une maladie hépatique, ce sont des risques supplémentaires. Donc, commençons par des choses simples et finalement, commençons par améliorer ce que nous faisions déjà, c'est-à-dire l'utilisation d'anti-inflammatoires. L'aspirine est typique de ce point de vue-là. Essayez de la rationaliser, peut-être d'y substituer le paracétamol, de manière à améliorer cette prise en charge personnelle. Yves, vous avez regretté quand même d'avoir fait certaines choses. Bien sûr, je m'en veux. Et pourtant, vous continuez, hein? Oui, je continue, parce qu'il y a un mois, j'ai été réparé. Donc, on m'a enlevé cet anus artificiel. On a rebranché les tuyaux. Ouais. Vous enlevez la canule aussi. Enlevé la canule. Et je trouvais que la prise en charge, la douleur était inefficace. Donc, j'ai demandé à quitter le service au bout de 4 jours pour pouvoir m'automédicamenter en absorbant moi-même de la morphine, l'oxynorme. Parce que je trouvais que la prise en charge à l'hôpital n'était pas à mon écoute, parce que je souffrais terriblement de la réparation. Et les médecins n'écoutaient pas ça, donc j'ai pu rentrer chez moi avec ma morphine. Et j'ai pu, dans ce cas-là, prendre mon oxynorme matin, midi et soir. Et enfin... Ils vont tomber dans les pommes, là. Non, pas du tout. Moi, ce que je trouve passionnant dans ce que vous avez dit, c'est vous avez dit... Non, c'est pas la douleur. C'est vous avez dit les médecins n'écoutaient pas ça. Je pense qu'il y a une bonne part d'automédication qui est déclenchée par la difficulté de la communication. C'est vrai. J'ai voulu rentrer chez moi pour ça, pour ne plus souffrir. Parce que je savais que j'allais la morphine à la maison. Réussi. Et j'ai réussi. Et là, pour le coup, ça a marché. Bon, je vous dis qu'effectivement, je m'en veux terriblement. Oui. Ce qui est vous allez faire attention maintenant oui, je vais être plus vigilant. Oui, je vais être plus vigilant. Parce que vraiment, j'en ai bavé. Mais je continue malgré tout. La preuve, c'est que j'ai encore mon stock ici et je prévois un mal au cœur. Parce que vous êtes anxieux, mais sinon... Oui, je suis pas du tout hypochondriaque, mais je suis anxieux, effectivement, je veux être au top. Donc, Une dernière question, Karine, qui dit attention à l'automédication. L'an dernier, j'ai pris du millepertuis en même temps que la pilule et je suis tombée enceinte. Il y a eu un rapport sexuel quand même entre-temps. Oui, ça, c'est pas tout à fait je ça. voudrais rassurer les gens qui prennent du millepertuis et la pilule. C'est pas comme ça quand on en enceinte. Si on n'a pas de rapport sexuel, c'est pas la peine de prendre la pilule non plus, si je peux me permettre. Mais le millepertuis, en revanche. Bon, enfin, ça veut dire que les plantes, pareil que les plantes en automédication, sont aussi maniées avec précaution. Bien sûr, c'est un médicament et les effets inducteurs du millepertuis sont parfaitement connus. Et d'ailleurs, dans certains pays, le millepertuis est vraiment considéré comme un médicament. En France, il a un statut un petit peu intermédiaire. Mais ça démontre parfaitement que les interactions médicamenteuses sont observées avec des médicaments d'automédication. Ce sont des médicaments, il faut lire les notices. Voilà, complètement. Il faut lire les notices et j'aurais tendance à dire il faut également en parler à son médecin et son pharmacien. Ce voile qui fait que l'automédication est considérée comme un geste coupable, ce voile doit disparaître et il doit y avoir un échange. On va vous aider à mieux comprendre les notices, justement, voilà. Parce qu'on va continuer là. Il y a beaucoup de questions, donc on va continuer avec un chat pendant 1 heure. Alain Baumelou, ici présent, Frédéric Lou et André Ivaldi, qui sont pharmaciens, sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l'automédication. Vous allez pour ça sur allodocteur.fr pendant 1 heure à partir de maintenant jusqu'à 16 heures. Et demain dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur les bienfaits, les méfaits du café, ce qu'il contient, ce à quoi il peut servir. Éventuellement, on va en goûter un peu. Vous voulez ? Quand demain ? Oui. C'est l'automédication, le café. Moi qui n'en bois pas. On verra tout ça demain, en tout cas à 13h40, bien sûr. Merci beaucoup Yves et attention Yves, attention, vous êtes au top, ce serait dommage de vous gâcher. Merci, Allez, on vous retrouve demain à 13h40, au revoir. Plus d'infos santé dans Allo Docteur.